Bonjour, pour la peine une deuxième petite vidéo aujourd'hui sur un tout petit essai assez particulier signé Louis Freus et qui s'intitule Européens et Japonais, traité sur les contradictions et différences de mœurs. Ça a donc écrit par le révérend père Louis Freus au Japon l'an 1585. Il y a une préface de Claude Lévi-Strauss, rien que ça. C'est traduit du portugais par Xavier de Castro. C'est publié aux éditions Chandaigne dans la série Lusitane. Le texte originel date donc de 1585. Il a longtemps été perdu. Je reviendrai un peu sur l'histoire par la suite. Et là, c'est une cinquième édition au format poche qui date de 2015 et qui fait 93 pages. J'avais découvert bien tardivement les éditions Chandaigne, spécialisées dans la littérature lusophone, avec le passionnant ouvrage qu'est La découverte du Japon, somme de documents sur l'image fantasmée de Cipango aux yeux des Européens, puis en gros sur la première décennie d'échanges entre Européens et Japonais vers le milieu du XVIe siècle. Ce livre convoquait des textes d'un certain nombre de grandes figures historiques, incluant, avant la découverte du Japon à proprement parler, Marco Polo et Christophe Colomb, mais aussi à l'époque même Saint François Xavier. Car si ce sont des marchands portugais et espagnols qui ont tout d'abord mis le pied sur le sol japonais, ils ont été bien vite suivis par des religieux, prêtres de la Compagnie de Jésus, dont l'apôtre des Indes est assurément le plus célèbre. Pour autant, il était loin d'être le seul. Or, dans cet ouvrage, les témoignages les plus fascinants et instructifs, les plus objectifs aussi, dans une certaine mesure, étaient dus à un autre jésuite, moins connu, et arrivé quelque temps après François Xavier, le portugais Luís Freus, né en 1532 et mort en 1597. Un bonhomme assez fascinant et un observateur méticuleux du Japon et des Japonais, bien plus subtil que ses frères en Jésus-Christ, et un véritable amoureux de ce pays si étrange, littéralement situé aux antipodes. Si des obligations du révérend père Freus l'amenaient à voyager beaucoup et à revenir de temps à autre à Macao par exemple, il n'en reste pas moins que le Japon était devenu son pays d'adoption. Il y a vécu une trentaine d'années, avec de brèves interruptions seulement. Lors d'un de ses séjours à Macao, sentant que la mort viendrait quelques mois plus tard, il a semble-t-il fait état de son souhait de mourir au Japon, qui était devenu sa patrie, ce qui s'est produit en 1597 à Nagasaki. Une sorte de Lafcadio en avant l'heure. En tout cas, Louis Freus n'était sans doute pas un jésuite comme les autres, encore que parti sur des bases assez proches. Quand il arrive au Japon en 1563, soit 20 ans après le premier contact entre Japonais et Européens, et une dizaine d'années après la mort de François Xavier, il ne sait pas grand-chose du pays et rien de sa langue. Cependant, il s'attelle à la tâche et en obtient bientôt une perception très fine des us et coutumes des Japonais et une maîtrise admirable de leur langue. Lui qui était d'abord accompagné par un interprète, fait dès lors lui-même office d'interprète pour d'autres missionnaires jésuites célèbres, ses supérieurs, comme Francisco Cabral et Alessandro Valignano. Il rencontre aussi des figures majeures de l'histoire japonaise, et surtout Toyotomi Hideyoshi lors d'une importante audience en 1586, dont le bilan n'est toutefois guère favorable aux jésuites. Si Oda Nobunaga, son prédécesseur, avait fait preuve de son ouverture envers les chrétiens, bon, pour des raisons toutes politiques sans doute, ce n'est pas le cas de Hideyoshi, qui initie dès l'année suivante les persécutions qui culmineraient dans les premières décennies de l'époque d'Edo, le christianisme interdit ne subsistant plus dans l'archipel que dans des petites communautés de chrétiens cachés. Je vous renvoie le cas échéant au roman Silence d'Endo Shusaku. Quoi qu'il en soit, l'acuité et l'érudition de Louis Freus n'échappaient certainement pas aux autres jésuites. Désireux de mieux connaître le pays qu'ils étaient supposés évangéliser, ils ont chargé le prêtre portugais d'écrire une histoire du Japon, ainsi qu'une histoire des premières années de l'implantation du christianisme dans l'Empire du Soleil Levant. On a parfois dérivé de ces études la conviction que Louis Freus était le premier des japonologues. Mais un autre texte, plus obscur, est peut-être plus révélateur encore de la relation entretenue par le jésuite avec le Japon. Le présent petit traité, donc européen et japonais, traité d'une moins d'une centaine de pages, un recueil d'observations très lapidaires, sans véritable argumentaire, en apparence du moins, et qui constitue un témoignage précieux sur les mœurs des Japonais dans la seconde moitié du XVIe siècle, mais aussi sur le regard que les Européens portaient sur ces mœurs. Cependant, ce texte n'a pas eu le même retentissement initial, car il avait été perdu sans avoir jamais été publié. On n'en a retrouvé la trace que près de 3 siècles plus tard, en 1946, tout au fond des archives madrilènes, et il a connu sa première publication une dizaine d'années plus tard. En français, il a fait l'objet d'une première publication chez Chandaigne en 1993, avec un appareil scientifique conséquent qui a hélas disparu de cette version poche, laquelle est toutefois agrémentée d'une très très brève préface de l'éminent Claude Lévi-Strauss. Le traité, entre guillemets, de Louis Freus est donc très bref et consiste en très lapidaires paragraphes numérotés et classés par thème, consistant à opposer ou nuancer parfois les différences de mœurs entre les Européens et les Japonais. La structure est globalement toujours la même,
En Europe, nous faisons comme si, les Japonais font comme ça. Point. Pas d'autre développement, pas d'analyse à proprement parler, ce n'est pas le propos. En fait de traiter, nous avons donc des listes plus ou moins développées de couples de comportements dans une relation binaire, dans des registres parfois très anecdotiques, d'autres fois plus subtilement riches. Il est vrai que la chose était tentante alors et l'est sans doute autant ou presque autant aujourd'hui. Il y a une tendance forte à remarquer que les Japonais font tout à l'envers, ce qui en tant que tel ne veut certes pas dire grand-chose. Mais c'est comme s'ils le faisaient exprès, dit-on. De la manière de monter sur un cheval à la manière de coudre, en passant par la construction des bâtiments, la préparation des repas, l'arrangement des coiffures ou l'art de la guerre, ou aujourd'hui la conduite automobile, le reflet dans un miroir apparaît systématique. Le traité de Louis-Freud en est bien sûr une éclatante démonstration, mais d'autres ont eu le même ressenti, en d'autres temps. Claude Lévi-Strauss cite ainsi dans sa préface Basil Hall Chamberlain, auteur en 1890 d'un essai intitulé Things Japanese, et qui comprend un article titré Topsy-Turvydom, qui fait exactement le même constat, en reprenant un certain nombre d'exemples déjà croisés chez Louis Freud 2 siècles plus tôt, et pour beaucoup toujours valables aujourd'hui. Ceci bien sûr sans que l'anglais en ait conscience, car le texte du jésuite était inconnu alors. La confrontation de ces deux textes et d'autres témoignages encore semble confirmer cette curieuse impression, en étendant le champ éventuellement d'une manière capitale, car il ne s'agit pas tant ici d'opposer le Japon et l'Europe, ce qui ne serait qu'un bien banal ersatz d'ethnocentrisme, que le Japon et le reste du monde, en y incluant ses plus proches voisins asiatiques, à cet égard aussi éloignés du Japon que le sont la France ou l'Angleterre. Exemple bateau, au Japon on construit en bois, en Chine ou en Corée on construit en pierre, etc. Ce jeu de contraire est par ailleurs si poussé qu'il aboutit à la fascination, et une fascination souvent empreinte de sympathie, au-delà du seul étonnement. Claude Lévi-Strauss en exergue cite Platon, car c'est le plus contraire qui est au plus haut point ami de ce qui lui est le plus contraire. Et au fond, cette impression n'est peut-être pas si curieuse. Il y a même là un réflexe assez commun finalement. Claude Lévi-Strauss, toujours lui, en cite un intéressant exemple, il y a 2500 ans de cela, avec Hérodote décrivant la civilisation égyptienne dans des termes très proches. Mais l'anthropologue fait alors une remarque importante. Chez Hérodote, Louis Freud et Basil Hall Chamberlain, le constat est là et appuyé, il est au cœur même du discours, mais là où d'autres en auraient tiré sans vergogne un bête tableau eurocentré raillant la bizarrerie entre guillemets des Japonais comme une énième preuve de leur infériorité en termes de civilisation, nos trois auteurs, eux, ne tombent pas, ou seulement de manière exceptionnelle, dans ce vilain travers. Décrire la civilisation d'en face en termes d'opposition, bien loin de réduire le sujet d'étude à la barbarie, revient en fait à reconnaître l'existence de la dite civilisation et autant que possible sur un pied d'égalité, si quelques réflexes de rejet demeurent. C'est aussi cela qui fait de Louis Freud un précurseur de l'anthropologie et un observateur bien singulier dans le contexte de l'évangélisation du Japon dans la seconde moitié du XVIe siècle. En effet, la structure même du traité, dans son aspect très sec, plus que laconique, est telle que le jugement n'y a que très rarement sa place. Au sens le plus littéral d'ailleurs, 2 ou 3 lignes pour exprimer une divergence de mode de vie sont ici bien suffisantes. Louis Freud observe, il ne juge pas. Sans doute sait-il que juger affaiblirait la pertinence de ses observations. L'opposition, ou la nuance, car en vérité le miroir n'est pas parfait et les mœurs des Japonais parfois divergent d'avec les Européennes plus qu'elles ne s'y opposent, ne s'accompagne le plus souvent pas de jugement de valeur. Ici c'est ainsi, ailleurs c'est comme ça, et au fond il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Certes, il ne faut sans doute pas tout prendre au pied de la lettre ici. Louis Freud, c'est un homme, pas une machine neutre, et parfois il exprime son étonnement en des termes où pointe malgré tout la possibilité du jugement et de la critique. On peut aussi supposer que la neutralité des termes en un certain nombre d'occasions s'avère trompeuse. Consciemment ou pas, le jésuite emporté dans son tableau peut parfois être amené à forcer un peu le trait. Et parfois un terme connoté lui échappe, encore que pas toujours dans le même sens. C'est régulièrement l'Europe qui trinque dans ce cas. Quelques précautions sont donc à prendre, ces observations sont parfois à manipuler avec des pincettes, mais le plus souvent le tableau est juste et aussi objectif avec des guillemets que possible. Froid, dépassionné, cela je n'ose pas le dire, car dans l'exposé le plus abstrait, comme dans les rares expressions plus sentimentales qui parsèment le traité, la fascination de l'auteur pour le Japon ne fait guère de doute, une fascination qui peut se muer en amour, même particulièrement interloqué. Car l'auteur, après des décennies sur place, conserve la précieuse possibilité d'être étonné par les gens qu'il croise au quotidien. Il y a toujours au minimum une sincère curiosité, et parfois bien davantage. Mais, eh bien, chaque règle a son exception. Pour les jésuites qui évangélisent le Japon en cette seconde moitié du XVIe siècle, les bons incarnent l'ennemi, bien sûr.
Louis Freud ici ne diffère pas de ses frères. Quand il rapporte les croyances impies et les turpitudes des bonzes, tous plus immoraux, mesquins, bêtes et hypocrites les uns que les autres, la neutralité n'est plus de mise, et les dénonciations et accusations sont frontales. Une chose très sensible dans la découverte du Japon, et pas que chez les jésuites eux-mêmes d'ailleurs, la pérégrination de Fernando Mendes Pinto est probablement plus fourbe à cet égard et incomparablement plus malhonnête que les lettres de François-Xavier et des siens. Cela se vérifie à nouveau ici, même si le ton, demeurant lapidaire, ne véhicule dès lors pas la même emphase que les protestations indignées coutumières des ministres de la foi catholique dans leur correspondance professionnelle. En contrepartie, le vague respect craintif éprouvé par les jésuites envers les moines zen, qu'ils considéraient les plus redoutables et de loin au travers de leurs sophismes pernicieux, ne ressort guère cette fois du traité de Louis Freud. Le cas très particulier des bonzes mis à part, cette absence globale de jugement de valeur est donc un atout marqué du petit traité de Louis Freud. Elle est aussi ce qui en fait un document précieux, un témoignage utile aussi bien aux historiens qu'aux anthropologues. Toutefois, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ma lecture étant celle d'un béotien, elle est peut-être davantage s'autoriser de ces jugements de valeur, honnis à bon droit dans le champ scientifique. C'est tentant du moins, mais avec là aussi une appréciable contrepartie. Ce petit essai contient dans son principe même les éléments qui démontrent l'inadéquation fréquente d'une approche davantage subjective, pour ne pas dire passionnée. Et c'est un enseignement non négligeable de cette lecture, sans doute. J'aurais pu citer des dizaines d'extraits portant sur les pratiques martiales comme sur l'alimentation, le théâtre, la construction navale, la mode, etc. Auquel cas j'aurais sans doute été tenté de mettre en avant les plus drôles, car nombre de comportements observés par Louis Freud, sans même parler des oppositions qui vont avec, ont de quoi faire sourire le lecteur distant, jamais épargné par les normes de la société dont il fait partie. Mais il m'a paru davantage intéressant de piocher plutôt dans une thématique guère drôle, mais peut-être davantage édifiante, le chapitre 2 des femmes, de leur personne et de leurs mœurs. 32. Chez nous, selon leur naturel corrompu, ce sont les hommes qui répudient leurs épouses. Au Japon, ce sont souvent les femmes qui répudient les hommes. 34. En Europe, l'enfermement des jeunes filles et demoiselles est constant et très rigoureux. Au Japon, les filles vont seules là où elles le veulent, pour une ou plusieurs journées, sans avoir de compte à rendre à leurs parents. 35. Les femmes en Europe ne quittent pas la maison sans la licence de leur mari. Les japonaises ont la liberté d'aller où bon leur semble sans que leur mari n'en sache rien. 38. En Europe, l'avortement, pour autant qu'il y en ait, n'est pas fréquent. Au Japon, c'est une chose si commune qu'il y a des femmes qui avortent jusqu'à 20 fois. 45. Chez nous, il est rare que les femmes sachent écrire. Une femme honorable au Japon serait tenue en piètre estime si elle ne savait pas le faire. 51. En Europe, ce sont ordinairement les femmes qui préparent à manger. Au Japon, les hommes et même les gentilshommes mettent un point d'honneur à faire la cuisine. 54. En Europe, il est très inconvenant qu'une femme boive du vin. Au Japon, c'est très fréquent, et lors des fêtes, elles boivent parfois jusqu'à rouler par terre. 56. Les femmes d'Europe, si elles portent un châle, se dissimulent encore davantage pour converser avec autrui. Au Japon, les femmes se découvrent pour parler, car faire autrement serait discourtois. Bien sûr, encore une fois, les observations du jésuite ne sont sans doute pas à prendre au pied de la lettre, et il peut forcer le trait, ici ou là. On voit aussi des termes un petit peu connotés à l'occasion, même si c'est assez ambigu. Ce tableau n'en est pas moins étonnant au regard de ce que nous savons ou croyons savoir de la place des femmes dans le Japon contemporain. Une société notoirement patriarcale, plus que d'autres disons. C'est un sujet que j'avais pu aborder dans ma chronique de Japon, la crise des modèles de Muriel Jolivet. Je vous avais promis aussi un retour sur Japonaise, la révolution douce d'Anne Garrigue, mais j'ai trop fait traîner et serais incapable d'en traiter maintenant, mes excuses. Très bon bouquin ceci dit. En même temps, dans ces ouvrages et dans bien d'autres encore, les féministes japonaises rappellent souvent combien la condition des femmes s'est dégradée durant l'époque d'Edo, qui nous sépare du temps de Freud, et ce sans doute en raison de la philosophie officielle de la période, qui était le néo-confucianisme. Bien sûr, dégradé n'est pas un terme scientifiquement neutre, il est connoté idéologiquement, dans une perspective qu'on pourrait qualifier d'évolutionniste au sens de l'anthropologie sociale. Et c'est bien pourquoi un anthropologue ne devrait pas en faire usage. Mais ces féministes le peuvent assurément, et moi de même, je suppose. Comme elle, je regrette cet état de fait et cela n'a rien de neutre. J'ai une notion de progrès social et sociétal qui me porte à juger l'évolution de la condition des femmes au Japon durant l'époque d'Edo sous un jour négatif. Mais en même temps, pouvait-on trouver illustration plus éloquente de ce qu'il n'y a pas d'historicisme, qu'il n'y a pas de flèche du temps? Le monde change, tout le temps. Et non, l'histoire ne se répète jamais exactement. Et non plus, il n'y a pas de schéma d'évolution prédéfini. Au choix, on en dérivera un relativisme un peu là,
ou une raison de plus de faire bouger les lignes de telle manière plutôt que de telle autre, en pleine conscience, car l'autre manière n'est jamais exclue en tant que telle. Ceci, c'est le résultat d'un certain formatage idéologique, mais ma foi, je suppose qu'on est amené à composer avec. Européen et japonais, pour un si petit ouvrage et si factuel, est d'une appréciable densité et riche d'enseignements divers. C'est une confirmation de la singulière acuité de son auteur, en même temps qu'une ouverture sur d'autres mondes. L'Europe du XVIe siècle, à certains égards, pourrait être envisagée comme aussi exotique à nos yeux que le Japon d'alors. Le cas des bonzes excepté, le jésuite brille par un désir d'objectivité qui n'était probablement pas la norme à cette époque, et ne l'est à vrai dire pas forcément toujours aujourd'hui. Le traité rapporte une forme très particulière d'observation participante, et, sous son aspect laconique, il offre bien des opportunités de réfléchir, au-delà du seul cas japonais, à la relativité des mœurs dans l'espace comme dans le temps, et à la diversité des modes de vie dans un monde complexe et toujours changeant. Et ça, c'est toujours admirable.